Luc La Liberté. Bonjour Luc. Ouais, bonjour Alexandre. Le président américain Donald Trump qui a fait un discours d'une vingtaine de minutes hier, a parlé aux Américains et il a dit « Il y a 11 mois, j'ai hérité d'un désastre. Je le répare maintenant. » Qu'est-ce que tu as pensé de son discours? J'écoutais le discours d'hier avec en tête une rencontre qu'il a eue avec Mike Mitchell, qui est un des responsables de la maison Rasmussen, qui est une maison de sondage habituellement qu'on qualifie de conservatrice. Moi, j'aime bien Rasmussen parce que souvent, on nous donne un meilleur portrait du vote conservateur que d'autres maisons de sondage, en fait, la plupart d'entre elles. Et Mitchell a dit à Donald Trump, « Votre base s'effrite. » Donc, c'est pas encore un drame. Vous avez encore une base, mais vous perdez des joueurs. Et ces joueurs-là, ils sont clés dans le succès de Donald Trump, puis dans le succès du Parti républicain, depuis que finalement Trump a la main mise sur ce parti-là. Maintenant, chez les élus, on a vu certains votes ou certaines déclarations de gens qu'on qualifiait de MAGA jusque-là, Marjorie Taylor Greene par exemple. Ce sont des gens qui se tournent contre Donald Trump et, je répète, donc, une partie de sa base électorale. Et c'est ça que j'avais en tête en écoutant le discours hier. Pour le reste, tu l'as bien mentionné, il y a eu du Donald Trump 100% Donald Trump, c'est-à-dire que il a déformé des choses, il a menti. On a senti probablement aussi qu'il prenait à cœur les rumeurs sur son état de santé. Il a droit au traitement de Joe Biden, donc hier très très combatif, un débit qui était très très rapide. Mais je me disais en l'écoutant, est-ce qu'il vient avec cette allocution de redonner un peu d'énergie à sa base? Est-ce qu'il vient d'aller chercher les gens qui avaient tendance à s'éloigner de lui? Et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire dans les prochains coups de sonde. Mais moi, je pense que Donald Trump perd la touche lentement mais sûrement avec une partie de sa base. Il ne perdra jamais toute sa base. Mais Donald Trump a encore, je pense, et avait une touche que les démocrates n'avaient pas. Peu importe ce qu'il dit ensuite en termes de déformation et de mensonge, il était capable de rejoindre les gens dans leur quotidien. Et là, ce que les sondages nous montrent, c'est que dans leur quotidien, il y a des Américains qui sont inquiets. Il y a des Américains qui n'arrivent pas à boucler le budget. Il y a des Américains qui trouvent que tout coûte de plus en plus cher. Et je me suis dit hier, est-ce qu'un discours qui ressemble au discours de campagne 2024, ça fonctionne encore en décembre 2025? Parce que le message hier, là, quand on prend ou qu'on enlève toute l'enflure verbale, là, il baisse des prix de 600%. C'est quand même quelque chose, là, c'est ce qu'il a dit hier. Ça n'existe tout simplement pas au plan mathématique. Mais donc, je me suis dit, est-ce que hier, finalement, ce qu'il a dit aux Américains, c'est « Je suis encore le meilleur, j'ai hérité d'une situation catastrophique, mais vous ne voyez pas encore à quel point je suis bon. » Parce que ce sont ses termes, pas les miens. Il a dit qu'il était le meilleur hier, qu'il était le plus fort. Je me disais, est-ce que les gens qui souffrent réellement ou des gens qui sont inquiets, légitimement inquiets, il y a des bonnes choses dans son bilan. L'immigration, si on oublie les moyens utilisés qui sont à la limite de la légalité très souvent. Donc, est-ce qu'on les a rassurés hier, entre autres au plan de l'économie? Et je pense que ça ne fait pas le travail. Et c'est rare, on l'a vu dans le cycle électoral récent, c'est rare que Donald Trump est pas meilleur que les démocrates. Et quand on regarde ce qu'ont en commun les victoires démocrates des dernières semaines, c'est qu'on a oublié les grands idéaux, les grandes théories, les beaux grands discours, les voici ce que dit la science, puis on a parlé aux Américains de ce qu'ils vivent au quotidien. Ça va de la Floride jusqu'à Mamdani à New York, des gens très différents, mais qui se sont souciés de ce que les Américains ressentent. Et ça, c'est le terrain de Donald Trump. C'est là où il est le meilleur. Et ça a été un peu au-delà de la vérification de faits, qu'on s'emploie toujours à faire quand Donald Trump ouvre la bouche, ça a été ça mon constat. Je me suis dit, est-ce que notre champion du ressenti des Américains, est-ce qu'il n'est pas en train de perdre la touche ou encore, est-ce qu'on l'écoute encore? Est-ce que, en jargon, est-ce que ça fait la job? Est-ce que ça fait le travail? Donc, en ce sens-là, hier, si je suis un stratège républicain, je suis pas certain qu'on est allé chercher ce pourquoi on prend la peine de réserver du temps d'antenne sur tous les grands réseaux pour s'adresser ou pour parler directement aux Américains. Ouais, et parmi sa vantardise, c'est vanté d'avoir mis fin au trafic de drogue, l'inflation, mis fin à la guerre au Moyen-Orient, promet un boom économique comme le monde n'en a jamais vu l'année prochaine et veut envoyer des chèques aux militaires. Pendant ce temps, le numéro 2 du en passant, FBI... on a joué la carte patriotique jusqu'au bout. Hein? Oui. As-tu noté le montant du chèque? 1776 $ va être envoyé à chaque militaire.
L'année de l'indépendance, la Voilà. déclaration d'indépendance. Et voilà, tout est dans tout, comme on dit. Voilà. Pendant ce temps-là, Luc, c'est le numéro 2 du FBI qui quitte. Ouais, Monsieur Bongino, et ça, c'était presque attendu. Bongino, c'est quelqu'un qui était un animateur avant, qui est un conservateur, et c'est quelqu'un qui a joué le jeu de ceux, puis je les comprends, qui voulaient avoir toute la lumière sur le fameux dossier Epstein. Et rappelle-toi, c'est Donald Trump qui promettait en campagne électorale, vous allez tout avoir sur le dossier Epstein. Puis là, ben, c'est le supplice de la goutte pour l'administration ou pour les victimes qui attendent parce qu'elles sont en faveur qu'on envoie sur la place publique l'ensemble des données du fameux dossier Epstein ou des documents du dossier Epstein. Et M. Bongino, au mois de juillet, il était très, très contrarié par le travail de la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi. Donc, il y avait eu un froid. Il s'était pas présenté au travail pendant une journée ou deux, puis tout le monde avait dit, ça y est, on vient de perdre le numéro 2. Il y avait Kash Patel, qui lui est toujours en place, qui est mêlé à un certain nombre de controverses d'ailleurs, et on avait Bongino. Et là, Bongino s'en va. Donc, est-ce qu'on a simplement décalé la nouvelle pour pas trop donner l'impression que c'était collé au dossier Epstein et à ses critiques de Pam Bondi? Mais on parle donc de quelqu'un qui était convaincu, on parle de quelqu'un qui était un partisan du président et qui, là, quitte ses fonctions. Le président dit, moi, je pense qu'il veut retrouver son micro. Je pense qu'il veut retrouver... mais je pense qu'il faut voir plus que ça là-dedans. Et il est déçu de la gestion. Donc, quand on se fait élire en promettant aux gens de faire la lumière sur tout et qu'on n'a presque rien jusqu'à maintenant, rien qui vient du département de la justice. Là. Il y a des choses qui viennent de la Chambre des représentants. Il y a des démocrates et des républicains qui siègent sur un comité qui travaille sur le dossier Epstein et eux nous approvisionnent d'une portion de documents. On a peut-être le quart, on a peut-être vu ou étudié le quart de l'ensemble des documents. Donc, il va y en avoir d'autres. Mais ce que Bongino reprochait à l'administration Trump, c'est le travail finalement du département de la justice. Est-ce que vous allez fournir aux Américains l'ensemble du dossier ou pas? Puis on n'y est toujours pas. Puis en passant, c'est demain la date où on est censé, c'est demain la journée, le 19, c'est la limite où on est censé voir, entre guillemets, l'entièreté du dossier Epstein. Y Est-ce qu'il y crois-tu, a toi? quelqu'un, ben voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Je suis l'écoute aux sceptique. États-Unis ou toi et moi? Est-ce que quelqu'un pense qu'on va tout Ben, voir? Moi, je peux déjà dire non pour des raisons légales qui sont tout à fait justifiées. Il y a des choses qu'on ne verra pas. Moi, ce que je surveille, c'est qu'est-ce qu'on va avoir ensuite caviardé dans l'ensemble des documents. Donc, tout ça pour dire, ben, exit du numéro 2, qui pourtant était un partisan, qui a fait campagne avec vigueur, qui appuyait Donald Trump. C'est un autre signe que les choses vont pas très bien pour l'administration ces jours-ci. il y a toute la question climatique aussi qui fait jaser aux États-Unis. Le Oui. Centre national de recherche atmosphérique, qui est Ouais. fondé depuis les années 60, va être détruit. Il est trop alarmiste au sujet de l'environnement, Luc. Oui, ça, écoute, qu'on soit républicain ou démocrate, qu'on soit conservateur ou progressiste, puis j'inclurais même là-dedans les Canadiens. Ce qui se fait depuis 1960 à Boulder, c'est majeur en termes de cueillette de données, en termes de recherche scientifique. On effectuait là un travail qui est important. On le fait financer par les États-Unis pour les Américains d'abord, mais ce sont des données dont on pouvait nous aussi s'inspirer. Et là, on met littéralement la clé dans la porte et on va s'intéresser uniquement à certains indicateurs météorologiques qu'on va rediriger vers un autre service. Mais si on favorise la science, si on est pour la pensée scientifique, pour la recherche, si on veut encore mieux comprendre l'ampleur des changements climatiques, c'est tout simplement catastrophique. On peut comprendre à la limite l'angle politique, même si sur le fond, je suis pas en accord, c'est de dire, ben écoutez, vous ne donnez que de mauvaises nouvelles aux gens. Ouais, mais c'est le portrait actuel. N'importe qui a travaillé sur les changements climatiques, c'est difficile d'être, pardon, particulièrement positif ou d'être up la vie quand on regarde ce qu'on fait, puis le retard qu'on cumule. Ça fait des années qu'on connaît l'influence des changements climatiques. Il y a encore des mesures qu'on pourrait prendre, ne serait-ce que pour retarder l'impact. On n'est plus à lutter contre ça. Hein? On veut ralentir le rythme. Je répète, c'est pour l'ensemble des gens, ce qu'on fait là, c'est une catastrophe. Et si je suis un membre de la communauté scientifique aux États-Unis, ben, je suis inquiet. C'est un sacré message qu'on envoie. C'est si les résultats de vos travaux basés sur des données, ben, c'est jugé trop alarmiste et on vous coupe le financement, des choses pour lesquelles
des choses auxquelles on ne devrait pas toucher parce que ça a des retombées sur tout le monde, et là, on le fait. Puis on le fait en santé aussi, avec M. Kennedy de l'autre côté. Il y a plein de gens qui s'inquiètent de ce qu'on fait également sur la recherche en santé. Merci beaucoup, Luc. À demain. Une bonne journée, Alexandre!